information. Il faut savoir que le gouvernement vient de lancer un site d'information sur l'IVG et le présente comme étant, je cite, donc, un site d'information complet et actualisé permettant à chaque femme de disposer de tous les renseignements utiles pour éclairer leur choix compte tenu de la législation applicable. Ce site, dont l'objectif affiché est de défendre la situation réelle des femmes qui se posent la question de l'avortement. Pour assurer une réelle liberté aux femmes, peut-être faudrait-il aussi leur dire que nul n'a le droit de leur imposer d'avorter, ni leurs conjoints, ni leurs parents, y compris celles qui sont mineures. Peut-être aussi faudra-t-il leur donner une information complète, y compris leurs droits et les aides qui leur sont proposées si elles souhaitent garder l'enfant. Vous pouvez vous rendre sur ce site sur www.ivg.gouv.fr pour vérifier de vous-même. Voilà. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Alors, pour commencer, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Un veilleur en herbe ». C'est un texte qui a été écrit par mon beau-père, donc le père de mon mari Nathan qui est dans le coin, et de son frère Johan qui joue de la guitare là-bas. Voilà, quand il a été aux toutes premières veillées parisiennes. Alors, Paris, le 24 avril 2013. Au lendemain de l'adoption par le Parlement de la loi dite du mariage pour tous, je me trouve à Paris pour des raisons professionnelles, seule. C'est probablement mon isolement qui est à l'origine de ma décision, me joindre au collectif des veilleurs, parmi lesquels j'espère secrètement vaincre ma solitude. Un tweet me confirme le regroupement au Champ de Mars à partir de 22h30. Fatigue de la journée de travail, hésitation et finalement décision, je m'y rends. L'été s'annonçait depuis quelques jours et la douceur des températures contribuait favorablement au rassemblement et au partage. Je m'assois dans l'herbe au milieu d'un petit millier de personnes, majoritairement plus jeunes que moi. Le doute surgit à nouveau. Quelle est ma légitimité ici et maintenant, seule au milieu de ces relations qui s'expriment par la joie des retrouvailles, des échanges, des éclats de rire. Heureusement, j'ai mon Blackberry pour me tenir compagnie. Face à l'école militaire, mes souvenirs de jeunes conscrits affectés, précisément en ce lieu, me reviennent. C'était il y a 25 ans. La tour Eiffel est illuminée, et mon Dieu que Paris est belle. Et face à la beauté, mon être intérieur s'apaise. Je commence à apprécier le moment, et me tenir ici, devant le mur de la paix, parce que je suis en désaccord avec ceux qui gouvernent mon pays, me fait sourire. Je n'ai pas rompu avec le paradoxe évangélique que j'ai pourtant combattu. Il est 23h, et j'envisage de partir sans avoir eu l'occasion d'échanger un seul mot. J'en suis un peu frustrée. Je me lève néanmoins et prends l'initiative d'un ultime détour au milieu de mes amis inconnus. Et soudainement, me parviennent les notes d'une musique à laquelle mon oreille est particulièrement réceptive. Un violoncelliste joue quelque part autour de moi et je me laisse guider et rencontre enfin l'instrument. Et sa jeune musicienne, elle aussi seule au milieu de tous, jouant et enchaînant les suites avec la dextérité et la sensibilité que j'espérais. Alors commença la guérison. Le sens de ma présence surgit comme une évidence. J'occupe un espace en me tenant debout en ce lieu. Au centre de Paris, au centre d'un collectif vivant une communion fraternelle et guérissant simultanément de l'affront que nous venions de vivre en tant que citoyens français. La musique devient thérapie, la communion procure l'espérance, les sourires que nous engageons nous encouragent, comme si nous vivions une veillée d'armes précédant la bataille. Oui, j'ai bien fait de venir puisque j'y ai reçu la grâce qui me réconcilie avec mon pays. Et j'éprouve la joie que me procure la certitude d'une victoire jamais parue aussi proche. Merci à vous, très chers veilleurs. Vous menez le bon combat. Un veilleur en herbe.
écran alors que les dépenses sont... Je ne lisais que l'humanité ou le canard enchaîné. Jamais, au grand jamais, je ne touchais au Figaro et encore moins à la Croix. Soyons justes, j'étais tout sauf ouverte d'esprit, parce que côtoyer des gens d'extrême droite ne vous rend pas plus ouverte, soyez-en certains. Je me faisais presque un devoir de les traiter de fachos, sans même essayer de comprendre leur manière de percevoir les choses. D'ailleurs, amis d'ailleurs, méfiez-vous bien de cela. Je pense que nous avons la vérité, sinon je ne me battrai pas des côtés aujourd'hui. Mais il faut s'attendre aussi à ce que nos adversaires puissent parfois être du côté de la vérité. Ils ne sont pas complètement dans l'erreur, et nous devons faire l'effort de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qui fait qu'ils se sentent projetés par la société en marge. Je sais que c'est dur, précisément parce que dans leur pseudo-ouverture d'esprit, jamais ils n'essaieront de comprendre notre point de vue. Ou s'ils essayent, ce sera de manière bien péjorative. Passons, si vous le voulez bien, au concept d'égalité qui transcende notre époque. La loi Taubira passe au nom de l'égalité. Le gender est un concept égalitariste. Je n'ai pas peur de le dire, j'aime l'égalité encore aujourd'hui, même parmi vous. Nos adversaires aiment l'égalité, et vous aussi, vous aimez l'égalité. Ce concept n'est tout simplement pas compris de la même manière, encore une fois. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. C'est sans doute l'une des chaînes qu'il me reste à briser pour définitivement quitter ce mouvement. Je l'ai compris grâce à un mythe grec que je connaissais pourtant depuis l'âge de 11 ans, le mythe de Procuste. Simplement, à l'âge de 11 ans, je n'avais pas compris le fond de cette histoire. Ou peut-être n'avait-on pas voulu le faire comprendre aux jeunes lecteurs de ce livre qui recensait les mythes gréco-latins. Procuste aimait à recevoir en sa demeure les voyageurs qui cherchaient un toit pour passer la nuit. Il leur offrait donc une chambre. Ceux de ces hôtes qui étaient plus petits que la moyenne ne remplissaient pas la longueur du lit. Alors, Procuste leur étirait les jambes jusqu'à ce qu'ils le remplissent. Ceux qui, en revanche, étaient plus grands que la moyenne, voyaient leurs pieds dépasser du lit. Alors, Procuste découpait ce qui dépassait du lit, afin qu'ils aient la bonne taille pour le remplir. Procuste, c'était le concept d'égalité absolue, tel qu'on le défend quand on n'a pas compris que la richesse humaine résidait dans la différence plus que dans la ressemblance. Nous ne défendons clairement pas ce type d'égalité-là, mais une égalité qui s'adapte aux besoins de chacun. C'est une erreur de pensée qui existe à l'échelle sociétale. C'est l'égalité selon Procuste que l'on enseigne à l'école. Du coup, on ne peut pas en vouloir à nos adversaires de penser ainsi, puisqu'on leur a dit de penser ainsi, alors cela leur paraît évident. Donner quelque chose à quelqu'un en fonction de ce qu'il est, c'est, dans leur tête, discriminatoire. Alors que dans la nôtre, ça ne l'est pas. C'est au contraire prendre en compte l'individu, le désolidariser de la masse et lui offrir une place dans la société. Nous aimons la différence et détestons l'indifférence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous défendons la richesse de la différence des sexes, là où le reste du monde semble vouloir défendre l'indifférence des sexes, comme si être homme ou femme était secondaire, comme si c'était la même chose. Or, ce n'est pas la même chose, et c'est, je le crois sincèrement, dans cette indifférence des sexes ambiance qui se nourrit le mieux le complexe identitaire, parce que finalement, si l'on ne peut faire des enfants en étant femme, en étant deux femmes ou deux hommes, à quoi bon être une femme ou un homme? La différence des sexes n'a-t-elle pas La différence des sexes n'a-t-elle donc plus aucun sens? Là aussi, à quoi bon défendre cette indifférence des sexes si, du même coup, on clame sa fierté d'être une femme pour les féministes? N'y a-t-il pas un paradoxe? Affirmer le contraire relève de la mauvaise foi. C'est, je vous le dis, la plus grande barrière qui nous sépare de nos adversaires. Lorsque j'ai cessé d'être de mauvaise foi, j'ai cessé d'être de leur côté, parce que cette pensée est pleine de paradoxes, et j'ai compris que ce n'était pas parmi eux que j'allais vivre vraiment selon mon credo, qui est pourtant sur le papier le leur aussi. Leurs mots-clés, les mêmes que les nôtres, à peu de choses près. Amour, paix, non-violence, ouverture d'esprit,
Dialogue, égalité, liberté, nature. Oui, oui, nature. Vous avez bien entendu. Ils sont écologistes, parfois végétariens par principe, pensent que l'homme n'est bon que lorsqu'il est en état de nature, et que la société le corrompt. On croirait entendre Rousseau cueillant ses petites fleurs, comme dans les rêveries du promeneur solitaire. D'ailleurs, l'un des arguments chocs de nos adversaires, c'est bien sûr que chez certaines espèces animales, la pratique homosexuelle est effective. À cela, nous devons répondre par l'affirmative parce que c'est vrai. Sauf que les animaux n'ont pas l'institution du mariage par vie. L'institution du mariage n'a, en soi, rien de naturel, mais quelque chose d'humain et de profondément sacré. À chaque fois, les raisonnements commencent bien, mais ils ne sont pas approfondis, alors les conclusions sont erronées. Parfois, cela dit, on trouve chez nos adversaires un raisonnement caduc, mais une conclusion juste. Cela doit sans doute vous étonner, mais c'est pourtant le cas. Combien de fois avons-nous pu entendre des phrases comme celle-ci « c'est pas mieux chez les hétéros ». Je vais peut-être en choquer certains, mais on ne pourrait pas dire plus vrai. Le terme hétérosexualité est né en 1870, à un an d'intervalle du terme homosexualité. Il définissait un amour vrai et libre, en dehors de toute autorité d'État ou d'Église. Autrement dit, il englobait le libertinage et l'homosexualité, définissant ce que l'on nomme aujourd'hui la bisexualité et donc la sexuation, c'est-à-dire l'absence de différence des sexes. Aujourd'hui, il est utilisé pour désigner tous les types de couples femmes-hommes, et c'est une erreur de taille. Je tiens le discours de M. Arignaud en ce moment, parce que je pense qu'il est très très important. Important pour nous, opposants au mariage gay et au gender, parce que nous nous définissons hétéros par erreur, alors que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que des hommes et des femmes, et important également pour comprendre à quel point nos adversaires peuvent parfois avoir raison, tout en ayant tort dans leur raisonnement. J'ai déjà été bien longue, mais j'ai tout de même envie de conclure sur quelque chose qui me semble important. Quand j'étais anarchiste et anticléricale, je ne participais pas à ce genre d'action coup de poing qui vient pourrir nos veillées, entre autres choses, mais j'éprouvais une grande fierté pour mes camarades qui avaient eu le courage de donner leur avis dans une société qui les opprimait et de faire taire ceux qui, en revanche, étaient chouchoutés par les médias. Je rêvais de les rejoindre et de moi aussi invectiver ceux qui m'apparaissaient comme des ennemis. C'est dur à entendre, dur à comprendre, surtout pour des veilleurs. Mais regarder ces actions me donnait de véritables frissons de contentement. Ils n'ont pas honte de leurs actions, ils en sont fiers, parce qu'ils les croient justes. Ils pensent que la violence nous ouvrira les yeux. En effet, ils se font médecins et pensent que nous sommes des malades mentaux à soigner. Mais cette haine qui les nourrit détruit les autres et les détruit aussi eux-mêmes. Je peux vous le dire, ce sont des gens qui souffrent de beaucoup de choses. Ils souffrent de ne pas être entendus, alors pour être entendus, comme les médias ne rapportent que du sensationnel, ils créent du sensationnel. Ils souffrent aussi parce qu'ils sont désespérés, désenchantés même. Mon poète préféré à l'époque c'était Baudelaire, cela veut tout dire non, la beauté de la désespérance. Ils ont conscience, comme nous, que nous vivons dans une sorte de loi de la jungle, où il faut être le plus fort pour s'en sortir. Mais là où nous, veilleurs, sommes excellents, c'est que nous ne nous plions pas à ce jeu-là, que nous nous en sortons avec notre humilité. J'avais écrit une chanson au moment de ce tournant dans ma vie, et le refrain était « On comprend qu'au fond d'un dédale, ils chantent l'international, comme un hymne de liberté, d'égalité, et leurs enfants qui jouent aux billes se sentent tellement isolés qu'ils chanteront sous le manteau et la faucille. » J'ai eu l'envie de changer ce texte, mais je crois que je ne le ferai pas, parce que c'est le drame de notre société. Elle est désespérante, alors les gens désespèrent, et ils désespèrent tellement qu'ils en viennent à croire à des idées qui ne s'ancrent pas dans le réel. Ils ne croient plus en l'homme, puisqu'ils cautionnent l'avortement, l'euthanasie, la recherche sur l'embryon, le mariage gay. La vie n'a plus aucun sens pour eux, et c'est sans doute la raison pour laquelle ils ne comprennent pas qu'elle puisse encore en avoir un pour certains d'entre nous. Je vous ai rejoint parce que vous croyez en toutes les valeurs que j'ai citées plus haut, que vous les comprenez pleinement. Je vous ai rejoint parce que vous croyez en l'homme, et vous pensez que chaque individu a une place au cœur de la société, que les êtres humains ne sont pas interchangeables, qu'ils sont différents, et que la vraie richesse réside dans la différence. Je vous ai rejoint parce que vous êtes respectueux et non pas tolérant. Je vous ai rejoint parce que vous tentez de comprendre en plus d'écouter l'autre. Je vous ai rejoint parce que vous êtes déjà en paix, et pas uniquement dans l'idée d'une future paix. Je vous ai rejoint, amis veilleurs, parce que nous sommes pleins d'espérance et non pas pleins d'espoir ou d'optimistes. Alors je le dis sans crainte, oui, les veilleurs sont les merveilles, et oui, nous avons tout intérêt à continuer ainsi,
On ne lâchera rien, jamais, jamais, jamais. Les Noirs, vous ne nous serez pas laissés dans la rue. Les ferratoires arrêtent dans cette rue. Pour des lettres de 50 mètres, la conférence. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de la grand-mère de Marie, donc Claude, qui a 83 ans. Je me souviens de cette fin août 1944, j'avais 14 ans. Une belle journée ensoleillée, où ces jeunes gens, où ces jeunes comme beaucoup, auraient aimé profiter de la vie, mais on les enterrait. 10 soldats morts pour la France, venus nous délivrer de l'invasion allemande. Mon futur beau-père à l'époque était charbonnier. Il avait prêté son véhicule où il transportait les sacs de charbon, un genre de plateau traîné par deux chevaux. J'ai souvenance, comme si c'était hier, je vois encore ces cercueils en bois blanc, les uns à côté des autres, fabriqués à la hâte, mal jouant, où le sang coulait encore et dégageait une odeur pestilentielle par cette chaleur d'été. Nous étions venus nombreux assister à ces obsèques pour que ces petits gars ne partent pas seuls et pour leur prouver notre reconnaissance de nous avoir donné leur vie, pour qu'à l'avenir nous ayons une belle France, une France libre, une France où il fait bon vivre. Ils ne savaient pas les pauvres ce qu'on ferait de leur France aujourd'hui. Ce que je pense aujourd'hui à mon âge, 83 ans, c'est qu'il faut vanter notre pays, malgré les valeurs qui ont tendance à disparaître. Il faut être fier d'être français et de l'être surtout car notre France reste belle malgré tout. Il faut avoir confiance en ceux qui luttent, comme vous les veilleurs, pour avoir l'espoir d'un avenir meilleur. Juste un témoignage de l'un d'entre nous. Beaucoup donc m'asseoir par terre avec les veilleurs. Comment ai-je pu en arriver là, si bas? Chez moi, l'adversité engendre la fureur.
Et là, par quel miracle ne vient-elle pas? Auprès des veilleurs, j'ai la joie de rencontrer des gens de conviction, paisibles et sereins. Face à l'iniquité, ils sont déterminés. Devant l'adversité, ils ne lâcheront rien. Ils montrent leur constance et leur fidélité. C'est contraire à ce que j'ai rencontré avant. L'esprit du monde où l'on ne fait que consommer, profiter des plaisirs sans regarder devant. Les bases de la société sont menacées. Face à cela, ils recherchent l'évidence, se construisant par la culture et la beauté. De grands penseurs viennent nourrir leur conscience. Parmi ces grands penseurs, certains se sont perdus. Néanmoins, leurs propos peuvent nous édifier par des évidences que nous n'entendions plus dans les bruits et discours de notre société. Pourquoi donc m'asseoir par terre avec les veilleurs? Comment ai-je pu en arriver là, si bas? Nourrir ma conscience m'extrait de la tiédeur. Cherchant la vérité, ma paix ne s'éteint pas. C'est dans ce monde-là que nous vivons, au milieu de ceux qui prennent plus le temps de penser, juste d'avancer, toujours plus vite, toujours plus loin, pour aller où on n'en sait rien. C'est dans ce monde-là que nous vivons où rien ne va plus et tout fout le camp. On les laisse jouer avec la vie comme au poker une mise d'argent qu'on fiche en l'air, tant pis. C'est dans ce monde-là que nous vivons, papa, maman, c'est plus pareil. Lui porte une robe dans les bouquins. Ses parents 1, parents 2. Pour les enfants c'est mieux, moi je suis pas sûre, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On peut pas te parler, pas s'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ça, que ce monde-là qui parle tellement de liberté, mais qui emprisonne dans ses choix, sa foi, sa loi. Faut soi-disant dire oui à tout pour évoluer avec son temps. Évolution ou régression, on se pose même plus la question. De toute façon, le monde a perdu sa substance, a oublié qui il était, d'où il venait. On est fichu, tout est perdu. Adieu la France. Et pourtant, derrière les nuages, une frange d'or. Ce pays si faible mais si fort s'est révélé comme un trésor. Des millions de gens tous différents, d'ici d'ailleurs se rassemblant, pour la famille, pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait là, tu peux me le dire? Ben oui, on se bat. On se bat pourquoi? Bah pour la vie. Et les bougies? C'est pour veiller. Veiller pour elles, veiller pour eux. Être un veilleur, pas spectateur, c'est important pour dire aux gens que malgré tout ce chambardement, on reste là, on lâche rien, et s'il le faut pendant 20 ans. Parce qu'un enfant doit avoir droit à son papa et sa maman. Le bruit de la capitale s'estompe. Notre chant maintenant devient audible. Les passants et les curieux s'interrogent. Pour Londres, nous sommes les veilleurs de France. Pour la France, nous sommes les veilleurs de Londres. Ensemble, avec nous tous. Ensemble, tenons la flamme d'une main sûre. Ensemble, ne lâchons rien. Ensemble, existons pour que la France, l'Europe, puis le monde se tiennent un jour debout face à l'histoire. Bravo la France, et que vivent les veilleurs.